Ferme les yeux et imagine avec moi. On est en 1536, dans un petit village au cœur de l'Empire du Congo. T'as 16 ans et, comme chaque matin depuis quelques années, tu pars avec ton père vers la côte pour pêcher. C'est pas facile de porter la barque à deux, mais bon, faut bien nourrir la famille. Alors tu le fais sans broncher, leur survie en dépend. Sauf qu'aujourd'hui, quelque chose cloche. Tu saurais pas dire quoi exactement, mais la mer est agitée. Tu fais la remarque à ton père, et t'as à peine le temps de tourner la tête que tu vois sur l'océan une énorme structure en bois. Ça ressemble à une barque, mais immense. 10 fois plus grande que celle que tu utilises avec ton père. Elle vient droit vers vous et ton instinct te hurle de fuir. Tu dis à ton père qu'il faut partir immédiatement, mais lui est curieux. Il veut voir. Il veut comprendre qui sont ces gens capables de construire une telle merveille. Alors vous attendez, quelques secondes de trop. La barque géante accoste et des dizaines d'hommes en descendent et courent vers vous. Enfin des hommes, t'en es même pas sûr. Ils ressemblent à des hommes, mais ils sont plus grands, ils ont la peau pâle, presque brillante sous le soleil, et surtout, ils ont dans les yeux quelque chose de dangereux. Tu cours de toutes tes forces, mais l'un d'entre eux te rattrape. Tu te débats et d'un coup, plus rien. Quand tu te réveilles, tu sais plus quelle heure il est. Autour de toi, des centaines de corps serrés les uns contre les autres, tous attachés. Vous êtes prisonniers de ces sortes d'hommes blancs et de leur immense barque flottante. Au milieu des centaines de prisonniers, tu cries le nom de ton père, mais rien. Aucune réponse. Il s'est sans doute débattu trop fort. Trop fort pour rester en vie. Dans quelques semaines, tu seras un des premiers esclaves à arriver à Buenos Aires. Et tu travailleras tous les jours, gratuitement, jusqu'à ta mort. Cette histoire, c'est l'histoire de dizaines de milliers de personnes. C'est l'histoire de gens qui ont construit tout un pays contre leur gré. Aujourd'hui, on parle de l'histoire des Afro-Argentins. Bon, maintenant qu'on sait comment ils sont arrivés là, parlons de ce qui s'est passé par la suite. Une fois en Argentine, les esclaves étaient vraiment traités comme des marchandises. Ils les répartissaient dans les haciendas, les chantiers ou les grandes maisons bourgeoises où ils étaient forcés d'exécuter toutes sortes de travaux. La majorité d'entre eux, surtout en ville, étaient assignés à des tâches domestiques. Serviteurs, cuisiniers, blanchisseurs ou même nourrices, même si bon, les travaux ménagers et l'éducation des enfants étaient surtout réservés aux femmes. Beaucoup d'esclaves travaillaient aussi dans des métiers plus artisanaux. Maçons, forgerons, boulangers ou même cordonniers. Beaucoup étaient loués à des artisans et d'autres encore étaient même loués à des confréries religieuses. Et puis il y avait les travaux publics, la construction de routes, de ponts, de fortifications et même de digues. L'État colonial profitait énormément des esclaves pour assurer le développement du territoire. Parfois, avec un peu de chance, certains esclaves urbains arrivaient à racheter leur liberté. Mais c'était rare. Très rare. Et même quand ils étaient libres, ils n'étaient pas forcément traités de manière égale. En gros, personne ne les respectait vraiment. Leurs conditions de vie étaient misérables. Ils vivaient dans des maisons insalubres, exposés à l'insécurité et à toutes sortes de maladies. Et en plus de tout ça, ils étaient constamment surveillés. Et là, dites-vous que je parle juste des esclaves en globalité. Je parle même pas des femmes. Parce que bon, pas trop en parler dans cette vidéo, mais les femmes esclaves étaient aussi victimes d'énormément de violences sexuelles. Vous l'aurez compris, leur train de vie était inhumain. Ils travaillaient du matin au soir en l'échange d'un repas miteux et surtout, on leur enlevait complètement leur humanité. Donc forcément, dès qu'il y avait un petit moyen d'échapper à leurs pensées, ils le saisissaient. Chanter, danser, se raconter des histoires, ils n'avaient que ça, donc forcément, ils ne faisaient que ça. Avant le travail, pendant le travail, après le travail, à l'heure du repas et jusqu'à l'heure d'aller se coucher. Ils chantaient, dansaient et se racontaient des histoires. Malgré l'oppression et la fatigue, cette population réduite en esclavage débordait de culture. Une culture qu'elle vivait, qu'elle transmettait et qu'elle réinventait chaque jour comme un acte de résistance, comme une manière de survivre autrement. Et forcément, au fur et à mesure des années, cette culture a évolué. L'un des résultats de cette nouvelle culture évoluée, ce sont les candombes. Les candombes, c'est quoi? C'est des danses et des chants spirituels afro avec une pincée d'influence espagnole et une pincée de la culture locale indigène. Les Afro-Argentins disent de ces danses et de ces chants qu'elles permettaient de préserver une sorte de part de spiritualité, d'exorciser la souffrance et donc de célébrer la vie. Et les candombes sont encore présents en Argentine aujourd'hui, donc on peut voir une réelle contribution à la culture de la part des Afro-Argentins esclaves de l'époque. D'ailleurs, même le tango a des origines afro. Mais bon, ça on en parlera un peu plus tard. Année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, l'empire colonial espagnol continue de se gaver grâce aux esclaves. Mais plus de 200 ans plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, deux grands mouvements vont émerger en Argentine. D'un côté, on a les abolitionnistes qui luttent pour mettre fin à l'esclavage. De l'autre, on a les indépendantistes qui veulent libérer le pays de la domination espagnole. Les deux mouvements vont faire un bout de chemin, chacun de leur côté, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte qu'ils ont des intérêts communs. Ce ne sont pas les Argentins pauvres qui ont intérêt à ce que les Noirs restent esclaves, ce sont plutôt les bourgeois qui les maintiennent dans cet état pour profiter de leur travail. De l'autre côté, ces mêmes bourgeois, souvent d'ascendance espagnole, soutiennent la domination de l'empire colonial sur l'Argentine. Et de manière assez logique, ces deux combats vont petit à petit
finir par se rejoindre. Et c'est à ce moment que les indépendantistes proposent un deal aux esclaves afro-argentins. Si vous acceptez de prendre les armes à nos côtés, quand on sera au pouvoir, on vous rendra votre liberté. L'écrasante majorité des afro-argentins acceptent, les deux camps y trouvent leur compte. Une nouvelle alliance est née. C'est officiel, les abolitionnistes et les indépendantistes se battront côte à côte contre l'Empire espagnol. Mais malheureusement, même parmi les indépendantistes, beaucoup continuent d'avoir des pensées racistes envers les Afro-Argentins. Ils veulent pas se mélanger à eux, ils veulent pas être dans les mêmes régiments. Du coup, malheureusement, ce qui se passe assez souvent, c'est que beaucoup de régiments sont constitués soit uniquement de blancs, soit uniquement de noirs. Et comme ceux qui gèrent l'organisation de l'armée sont les indépendantistes, et que parmi eux, il y a des racistes, certains gèrent ça de façon à envoyer les noirs en premier au front. Comme ça, c'est eux qui subissent les plus grosses pertes. Bon, je pense pas avoir besoin de vous l'expliquer, mais les guerres, c'est toujours horrible, et celle-ci n'y fait pas exception. Les pertes sont énormes, et la population afro-argentine va drastiquement diminuer lors de cette guerre. Les pauvres ne sont même pas formés à la guerre. On les envoie juste au front comme ça, et débrouillez-vous. Mais dans tout ce chaos, on voit des fois surgir des figures héroïques, comme par exemple le régiment des Pardos y Morenos. Le régiment des Pardos y Morenos, c'était un régiment quasiment intégralement constitué de noirs et de métis. Souvent, à la base, ils étaient même pas attribués à ce régiment-là, parce que beaucoup d'entre eux étaient en fait rejetés des autres régiments. Mais ils sont pas connus juste parce qu'ils sont noirs. Non, le régiment s'est fait connaître parce qu'il a remporté des victoires majeures lors de la guerre pour l'indépendance, notamment lors des batailles de Chacabuco en 1817 et celle de Maipú en 1818. Ils font ainsi partie intégrante de l'histoire d'une Argentine libre. La guerre continue et les indépendantistes gagnent de plus en plus de batailles. Et un beau jour, en 1816, l'Argentine obtient enfin son indépendance. Les abolitionnistes et les indépendantistes ont remporté cette guerre. Ils ont gagné côte à côte et ont tous deux mérité ce qu'il leur est dû. Liberté et indépendance. Très vite après la guerre, ce sont les indépendantistes qui prennent le pouvoir en Argentine. Et aussi vite qu'ils prennent le pouvoir, ils oublient les promesses faites aux Afro-Argentins. Les abolitionnistes sont choqués, les Afro-Argentins sont trahis. Non, on ne rendra pas la liberté à ceux qui ont versé leur sang pour libérer le pays. Ils resteront donc esclaves. La raison avancée par les indépendantistes était exactement la même que celle avancée par les colons. On dépend beaucoup trop de l'esclavage pour faire tourner l'économie. On ne peut pas leur rendre la liberté. Et puis, ils devraient déjà être assez contents. On leur a accordé la liberté des ventres. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est la liberté des ventres, c'est quand un couple d'esclaves avait un enfant, celui-ci héritait du statut d'esclave. La liberté des ventres, c'est quand l'enfant n'est plus esclave à son tour. Mais c'est pas ce qui était convenu à la base. On rendrait la liberté à tous les Afro-Argentins, pas uniquement aux nouveau-nés. Mais bon, à défaut d'être libres, au moins ce sont des héros, non ? Eh ben non, même ça, on va leur retirer. Après les guerres d'indépendance, les autorités argentines ont complètement effacé l'image des Afro-Argentins qui ont libéré le pays. On attribue uniquement les mérites aux indépendantistes blancs. Et les histoires, comme celle du régiment des Pardos y Morenos, sont complètement effacées et passées sous silence. Et malgré ça, certains d'entre eux ont laissé des traces tellement fortes dans les archives militaires et dans les récits oraux que leurs histoires survivent, surtout au sein des familles afro-argentines qui se racontaient ces histoires. L'un des cas les plus marquants d'histoires oubliées est celui de María Remedios del Valle. María, c'est qui ? C'est une esclave qu'on a engagée pour la guerre. D'abord, elle était simplement cantinière. Elle distribuait des repas et des soins pour les militaires blessés. Mais très vite, quand les troupes coloniales ont pris le dessus, elle n'a pas hésité une seconde à prendre les armes et à rejoindre l'armée indépendantiste au front. Son courage et son efficacité lui ont valu le surnom de la Capitana. Alors qu'à la base, elle a aucun titre militaire. D'ailleurs, elle a aucun titre du tout. C'est juste une esclave. Et bon, après que la guerre d'indépendance soit finie, tout le monde l'a oubliée. Elle a vécu pendant des années dans une pauvreté extrême. Elle a raconté son histoire à qui voulait bien l'entendre, mais personne n'y croyait. Tout le monde se disait que c'était juste une vieille folle qui voulait s'attribuer les mérites de la guerre. Jusqu'au jour où elle reconnaît un soldat indépendantiste. Vous voyez, un de ces soldats qui la traitait de capitaine. Elle lui demande s'il se souvient de l'histoire, et oui, il s'en souvient. Et en plus de ça, il a gardé contact avec pas mal d'anciens soldats indépendantistes de ce régiment. Tous disent la même chose, cette femme dit vrai. Le nouveau gouvernement ne peut plus le nier, et du coup il lui offre une pension merdique. Même pas assez pour vivre en fait. Mais au moins, à son époque et jusqu'à aujourd'hui, son histoire lui a valu le surnom de la mère de la patrie. Enfin bref, le régiment des Pardos y Morenos et María font partie de ces dizaines de milliers d'esclaves qu'on a oubliés, qu'on a trahis. Mais visiblement, le fait que ça reste des esclaves, c'est pas assez pour certaines élites argentines. Dans ces élites commence à se propager l'idée qu'il faudrait blanchir le pays, qu'il faudrait le purifier. Comment pourrait-il bien réduire drastiquement la population noire en Argentine ?
la guerre. Comme je vous l'ai déjà dit, la guerre d'indépendance a laissé de nombreux morts afro-argentins derrière elle. Et ça donne une idée aux élites argentines. Et si on répétait en optimisant ce qui s'est passé pour les futures guerres qui commencent à se profiler. En effet, il y a des guerres locales et une grosse guerre contre le Brésil qui commence à se profiler et les élites ont un plan. Le fonctionnement est le suivant. Officiellement, le recrutement des soldats sera totalement aléatoire. Mais dans les faits, ce seront toujours les mêmes que le sort choisira. Les noirs, les métis et les pauvres. Les blancs riches, eux, ils pourront juste payer pour éviter d'aller à l'armée. Et pendant ce temps, les autres, eux, partiront au front. Et en parlant de partir au front, ils décident d'optimiser complètement l'organisation des régiments pour faire en sorte que ce soit les Afro-Argentins qui meurent en premier. Que ce soit eux qui partent en première ligne, là où les pertes sont les plus lourdes. Et après ces guerres, pareil, pas d'hommage, pas de reconnaissance. Les familles des soldats afro-argentins à qui on aura promis une petite somme de compensation, on leur donnera rien. Pire encore, on va réécrire l'histoire. Ceux qui se sont battus, c'est pas des afro-argentins. Non, on réécrira l'histoire avec des grands héros blancs bien coiffés, en oubliant volontairement ceux qui ont versé leur sang pour la patrie. Le plan est tout fait, il suffit juste de le mettre en place et malheureusement, c'est ce qu'ils font. Tout ce que je viens de vous dire, ça s'est passé. Et beaucoup d'afro-argentins mourront lors de ces guerres. Tous ne sont pas morts, évidemment. Beaucoup sont revenus. Mais à quoi bon? Reprendre une vie dans un pays qui les rejette, qui les traite comme des merdes. Et à leur retour, pas de poste, pas de reconnaissance, rien. Juste un retour à leur quartier insalubre, avec cette fois-ci des blessures de guerre. Blessures de guerre qui finiront par tuer pas mal d'Afro-Argentins qui y sont rentrés vivants de cette guerre. Parce que oui, on leur offrira pas non plus de soutien médical. Quand ils rentrent, c'est débrouillez-vous. Résultat, on estime que la population afro-argentine avant l'indépendance de l'Argentine était à environ 30-40% de la population totale. 50 ans plus tard, d'après toutes ces guerres, on l'estime plus qu'à 7 à 10%. Oui, la population noire a quasiment été divisée par 6. Quelques années plus tard, en 1850, le gouvernement, sous la pression internationale et locale aussi, rend enfin sa liberté amplement méritée aux Afro-Argentins. Mais que vont-ils pouvoir bien faire de cette nouvelle liberté? Pas grand-chose. Après leur libération, beaucoup continuaient à les voir comme des sous-hommes. Ils étaient souvent victimes de racisme et on les entassait dans des quartiers bien loin des quartiers blancs. Mais c'est pas tout. Quand ils étaient esclaves, ils travaillaient gratuitement, mais là, ils ne travaillent plus du tout. Personne ne veut les engager et quand on veut les engager, ils sont clairement sous-payés et c'est dans des métiers qui compromettent véritablement leur espérance de vie. Donc oui, ils sont libres, mais bien loin d'être égaux. C'est triste que je vais dire, mais le seul moyen pour des Afro-Argentins de voir leur enfant réussir, c'était qu'il soit blanc. Du coup, ils voyaient d'un très bon œil le métissage. C'était presque un exploit si ton enfant arrivait à se marier avec une blanche ou un blanc. Et d'ailleurs, le gouvernement le mettait énormément en avant ce métissage. Il n'accueillait une immigration que blanche. Donc, vous vous souvenez des 7 à 10% d'Afro-Argentins en Argentine en 1850 ? 50 ans plus tard, ce pourcentage passe sous les 1%. Et à partir de là, il va plus jamais remonter. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Les derniers pourcents d'Afro-Argentins ont tout simplement disparu. Ils ont été dilués parmi les Blancs et tout ça c'était voulu, c'était calculé. Le gouvernement a réussi sa mission de blanchir le pays et il continuera à accueillir énormément d'immigration européenne afin de l'européaniser. Aujourd'hui, beaucoup d'Argentins pensent qu'ils sont européens, qu'ils sont complètement d'origine européenne et que leur pays c'est un petit bout d'Europe en Amérique du Sud. Ils pensent que ce sont les Européens qui ont érigé ce pays, qui l'ont libéré, qui en ont fait ce que ce pays est devenu aujourd'hui. Et on peut même pas vraiment leur en vouloir. Tout ça, c'est une stratégie calculée. Et tout est fait pour qu'on oublie que les Afro-Argentins ont énormément contribué à ce qu'est devenu l'Argentine aujourd'hui. Tout est fait pour qu'on oublie, pour qu'ils oublient, que sans les Noirs d'Argentine, aujourd'hui, l'Argentine, ce serait sûrement même pas un pays. Et là, je parle même pas de l'aspect culturel. Vous vous souvenez des esclaves qui avaient seulement la danse, le chant et les histoires pour se divertir ? Ils ont inspiré énormément d'aspects culturels de l'Argentine. Et là, je dis inspiré pour pas dire créé, parce que certains de ces aspects viennent tout simplement d'eux et purement, que ce soit dans le chant ou la danse avec les candombes dont on a déjà parlé, avec la payada, avec le milonga ou le tango, que ce soit dans la cuisine avec les chinchulines ou même le asado noir. Enfin bref, la vie des Argentins, encore aujourd'hui, est énormément influencée par la culture afro-argentine. Donc essayons de ne pas oublier leur histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, sincèrement. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et comme le dit le vieil adage,